Je vais vous parler aussi d'un travail en cours, d'une expérimentation en cours actuellement au musée d'ethnographie de Leipzig, en Saxe, en Allemagne, anciennement de l'Est, dans un musée qui est en phase de redéfinition de son projet muséographique, et dirigé par Nanette Snoep, qui est également hollandaise. Décidément, les Hollandais s'immiscent partout, avec des projets, j'espère, intéressants. Et elle est fille de marionnettiste. Alors, il y a une double rencontre. Et il se trouve que c'est ma femme, en plus. Et c'est pour ça que j'y suis aussi. Moi, je suis davantage anthropologue, mais comme plutôt dans une approche d'anthropologie indisciplinée, comme préciser tout de suite une discipline. L'anthropologie, je pense que c'est plutôt une méthode, une curiosité qui s'immisce dans plusieurs manières de voir les choses. Elle est par définition plutôt indisciplinée que disciplinaire. Mais c'est un autre sujet qui rejoint d'autres discussions qu'on a eues avec d'autres personnes qui sont dans la salle. Ce musée a été créé à la fin du 19e siècle. C'était un des premiers musées ethnographiques. Alors en allemand, vous savez, il y a deux mots. Il y a Völkerkunde et Ethnologie qui désignent en France la même chose. 300 000 objets qui sont répartis sur 3 lieux, et c'est de collections qui se sont constituées à partir des cabinets de curiosité de quelques princes de Saxe et surtout de Saxe, donc de ce Land, et qui ont au cours donc les collections sont formées de beaucoup d'objets constitués au cours de collections, de voyages et d'expéditions tout au long de la courte période coloniale allemande par rapport aux Français, puisqu'elle s'arrêtera en 1914 à la fin de la Première Guerre mondiale, et commence même tardivement, puisque l'Allemagne était historiquement plus préoccupée par des questions continentales européennes et moins soucieuse de s'étendre à l'étranger, comme l'étaient les Anglais, les Français, les Portugais ou les Espagnols. Donc une problématique coloniale déjà différente. Et à l'intérieur et donc une collection vraiment impressionnante. Je crois que c'est la 7e, 8e du monde, si on veut faire dans le concours dans le classement l'idée, et c'est de ça que je veux vous parler, et même vous impliquer, et je voudrais avant tout remercier Katia de l'invitation et aussi de la collaboration que ça présage, et je m'adresse vraiment aussi aux étudiants qui sont là, puisqu'on aimerait bien monter un petit commando, on comprendra plus tard de quoi il s'agit, pour éventuellement intervenir comme on l'a fait ici, dans ce projet dont je vais vous parler, dans ces expérimentations en cours, et qui pourraient amener à des collaborations, à des échanges fructueux. Tout ça, c'est de la faute à la première personne, qui m'avait invité le 8 décembre l'année dernière à une très belle journée d'études, et on se connaissait depuis longtemps avec Katia, mais sans le savoir vraiment. On s'en est rendu compte à cette occasion-là qu'on non seulement on se connaissait, mais qu'on avait des choses à échanger, qu'on partageait cette préoccupation à la fois muséographique et du spectacle au sens très large, de faire vivre un musée, et d'y trouver des modes d'intervention, de médiation, d'animation. Enfin, le musée ethnographique, le musée Guimet partage énormément de problématiques. Pour des raisons historiques, les collections du musée Guimet n'ont pas été incluses aux collections du musée de l'Homme ou alors du musée du Quai Branly. Donc on a l'impression qu'elles échappent un peu aux problématiques postcoloniales, comme c'est le cas mais que les étudiants ont certainement rappelé avec... je vois qu'il y a un commentaire tout à fait pertinent
le musée ethnographique est, partons du principe, et c'est le point de vue aussi pour lequel opte la directrice du musée, est problématique. Il y a un malaise qui est à définir. Il y a des formes de présence, des modalités de présentation qui ne fonctionnent plus, qui amènent un ensemble de questions. La démarche ici n'est pas de répondre forcément de manière claire aux problèmes, aux questions posées, mais plutôt de les poser avec le plus d'acuité possible et au travers des exercices pratiques. Pas uniquement d'un point de considération théorique et abstraite, mais l'approche qu'on privilégie. Donc voilà le lieu, pardon. C'est aussi le lieu, c'est le texte peut-être comme lieu, mais le bâtiment. À l'intérieur de ces collections, en collaboration avec l'Institut d'ethnologie de Leipzig, dans un cours adressé aux étudiants d'ethnologie, en master d'ethnologie, mais aussi aux étudiants de beaux-arts de l'école de Leipzig, donc il y a un principe d'interdisciplinarité dans les étudiants même. Il s'agit d'intervenir, de proposer des interventions, des perturbations, des actions de tout type, qui pourraient être de l'ordre de ce que vous avez fait dans le projet que j'ai pu voir, sauf qu'il n'y a pas eu, cette proposition n'a pas été amenée pour l'instant, ou n'a pas pu être réalisée à ce moment-là, mais par des performances, par je pense que le terme de perturbation est le mieux, provoquer des réactions auprès du public, mais aussi de manière à faire apparaître les catégories, les modes classificatoires du musée et les problèmes qu'il pose aujourd'hui. Puisque là, on en est à la deuxième phase, deuxième session, si on veut, avec deux nouveaux groupes d'étudiants. En Allemagne, ça fonctionne par semestre. Donc c'est un deuxième semestre avec de nouveaux étudiants qui chacun l'année dernière, ont proposé six interventions, donc, que je vais décrire tout à l'heure. Un nouveau groupe vient de commencer la semaine dernière et va à nouveau proposer sans doute 3 ou 4 interventions. La discussion, et je pense que c'est quelque chose à discuter vraiment, c'est non pas d'être dans une démarche de valorisation, comment dire, de la beauté culturelle ou de la spécificité de telle pratique artistique ou esthétique. On est plus là dans quelque chose de plus dérangeant. Non pas que ce n'est pas une chose qu'on estime importante, mais on est dans une démarche par des critiques qui vise à mettre en lumière le fonctionnement, les rouages, les dispositifs muséographiques et ce qu'ils cachent au fond en voulant montrer. Le malaise du musée ethnographique, qui est difficile à cerner, il tient en grande partie à un non-dit. C'est le non-dit de pourquoi ces objets sont-ils là, au fond, qui n'est jamais dit, le non-dit des catégories utilisées. Pourquoi classe-t-on les objets de cette manière dans les vitrines? Enfin, ok, on a un principe scientifique, mais pourquoi ce type de catégories, leur caractère relatif et voire aléatoire, non pas forcément dans le classement, mais dans le choix des catégories, et reste très souvent frappant. Un malaise parce qu'on perçoit bien qu'il y a qu'on est dans un autre temps, un temps où les gens dont les objets présentés étaient effectivement situés dans un ailleurs géographique. Cette distance géographique ne fonctionne plus aujourd'hui. Le public même de ces musées est de plus en plus un musée qui vient des pays dont sont présentés les objets. Ce qui n'était pas le cas
au moment où le musée ethnographique a été conçu, au XIXe siècle, où il était imaginé pour rendre compte à un public européen local de mœurs et pratiques d'autres peuples ailleurs que par définition les gens sur place n'avaient pas l'occasion de rencontrer. On n'est plus du tout dans ce schéma-là. Et même les politiques de public, à la limite, s'orientent aujourd'hui de plus en plus exclusivement vers, pas exclusivement, mais de plus en plus, avec de plus en plus de concentration, vers les descendants de gens qui viennent d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, ou bref, d'objets et qui sont exposés. La démarche, je disais anthropologue, que j'étais anthropologue, l'approche que je privilégie, c'est celle qui s'inspire des performance studies, je dirais, anthropologie du spectacle, de la performance. Enfin, on a vite fait de se perdre un peu dans les termes, mais ce qui m'intéresse, c'est le dispositif. Dans ce sens-là, anthropologie de la performance ou performance, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on montre les choses. C'est l'effet et le musée comme dispositif de mise en scène et comme mode de présentation qui a un effet. Et non pas uniquement le musée comme lieu de présentation encyclopédique d'une variété de résultats de la recherche. C'est autre chose que de voir le musée comme un livre ouvert qui présenterait des informations collectées par des chercheurs, que de l'envisager sous l'angle de ce qu'il produit. L'exposition, la rencontre avec l'objet, comme on voit, produit des choses étonnantes, qui sont infinies, et des rencontres inattendues qui ne font que révéler l'étonnante capacité d'intercompréhension qu'ont les hommes aussi différents qui peuvent se penser d'une culture à l'autre. Cette différence, elle tombe au fond très vite. Et le musée doit peut-être être le lieu justement de cette infinité de connexions possibles au-delà de ce que d'un certain contrôle scientifique qui trouverait peut-être que ces connexions sont hasardeuses ou pas vérifiables. Donc la scène qu'on a, c'est un musée très classique qui a été refait en 2003, qui reprend exactement, donc très peu de temps, il y a 10 ans, 12 ou 13 ans après la chute du mur, en 89, où il y avait une muséographie qui datait encore des années 30, qui était quasiment intacte depuis la guerre, sachant que le musée a été entièrement brûlé, mais que les gens ont caché les objets pendant la guerre et les ont remis tels qu'ils étaient après. Mais avec une scénographie nouvelle qu'on voit ici, qui reprend tout à fait les schémas classificatoires, les typologies du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on commence, et qui sont marqués par des couleurs, dans ce cas-là, la géographie d'abord, chacun à sa place, dans sa zone, l'Asie toujours jaune, l'Afrique se bat avec l'Océanie pour le marron, il y a toujours un combat entre la territe. L'Afrique gagne souvent sur le marron parce que l'Océanie est plus variée, alors finalement l'Europe est dans les bleus, mais l'Europe il y a quelques objets basques qui se sont perdus dans à l'intérieur là la photo n'est pas de bonne définition, mais à l'intérieur des vitrines, très surchargées, très bondées, on parlait tout à l'heure de la capacité de saisir, même dans une scénographie plus légère, il y a souvent trop de choses. Là, on est vraiment dans une pure démonstration encyclopédique et ultra catégorisée, qui reprend les classifications de Jomard et ça, ce sont les classifications de Jomard qui ont ensuite inspiré les classifications ethnographiques classiques, qui président à l'organisation des vitrines. Se présente comme radicalement nouveau en 2003, mais reproduit exactement les mêmes catégories scientifiques et classificatoires du 19e siècle, comme le musée du Quai Branly le fait d'ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'on a beau reprocher la vision uniquement esthétique ou que sais-je du Quai Branly, elle reproduit aussi la zone géographique marquée par des couleurs au sol, et après dans chaque vitrine des fonctions principalement et des types d'usage. Donc
on reste tout à fait dans le même paradigme, et avec une spécificité que, hop, je parle dans le mauvais sens, voilà, que le musée du Quai Branly ou d'autres musées n'auraient plus osé faire, mais il faut être peut-être, voilà, il faut être je ne finirai pas ma phrase, c'est pas gentil ce que je voulais dire, mais le diorama, qu'on pensait une espèce disparue, pas les gens qui le représentent, mais le mode de présentation muséale, le diorama, c'est-à-dire la reconstitution dite réaliste d'énergumènes, de représentants de leur culture dans leur environnement. Mais il n'est pas vivant, hein, on est d'accord. C'est une poupée. Comme ici, là, vous voyez aussi également des habitants d'une île indonésienne qui contemplent un coquillage. Donc on est ce qui est dans notre petit jeu, puisqu'il s'agit bien de ça. Voilà la représentation, le mode de présentation classique qui illustre complètement dans le cliché les systèmes classificatoires objectivistes et positivistes du 19e siècle, dont on a simplement transformé un peu, ça c'est en France, hein, mais on a rajouté des couleurs, mais on reste dans le même paradigme. Il faut rappeler, avant de venir aux petits exercices, que le musée et cette forme de présentation scientifique et des catégories et des fonctions en fonction des vitrines est né à la Renaissance, mais bon, à la fin du XVIIe siècle, en réaction au cabinet de curiosité précisément, dont les associations d'objets, la manière dont ils étaient disposés, répondaient soit aux lubies du collectionneur, au goût du prince qui les faisait, ou à des associations, disons, plus par association d'idées, de couleurs, de style artistique, ou sachant qu'il y avait des cornes de licorne, des cornes de licorne, et quantité d'objets absolument fantastiques et fabriqués spécifiquement pour ce type de musée, pour ce type de cabinet de curiosité, pour le bon plaisir du prince qui aimait se contenter des choses qui étaient d'autant plus exceptionnelles, d'autant plus fantastiques, d'autant plus étonnantes. Le musée s'oppose massivement au XIXe siècle, avec le premier musée, c'est le musée académique de Heidelberg, qui fut le premier cabinet de curiosité à procéder à vraiment une modification de sa présentation et à déplacer les mêmes objets et à passer d'une présentation de ce type-là à une présentation en vitrine. Ensuite, le XIXe siècle sera le moment où tous ces musées vont se développer, le musée en général, le musée ethnographique en particulier, mais aussi les sciences humaines et les institutions qui vont avec. Alors, dans nos ateliers, c'est de ça qu'il s'agit, de jouer avec ces conventions et de faire apparaître les catégories, les modes de monstration, les concepts qui sont derrière les présentations, en créant, pour l'instant, c'est ce qu'on veut faire, du décalage, en provoquant le rire, en se servant, donc dans une démarche critique et analytique, et de faire apparaître les catégories. Donc ici, vous avez un objet qui a été présenté par un étudiant dans une... tu étais peut-être là quand ça a été montré, dans une vitrine. Donc, au milieu, sauce au curry. Alors, saucisson au curry, c'est une spécialité de la région, sur son assiette en carton, probablement du 9 septembre 2015. Arrière-fond, lieu d'acquisition, c'est la baraque à frites qui est derrière le musée. Vous voyez ce lieu très... La présentation introduit un autre aspect, c'est l'odeur. C'est que le curry, tel qu'il est préparé en Saxe, vous
pouvez imaginer ce que ça peut donner. C'est pas si mauvais que ça, mais on en mange une par an à peu près. Mais il faut le reste du temps pour la digérer. Et une odeur très persistante, déjà le curry, mais là il y a un mélange sur les doigts, on peut vraiment... Donc la saucisse se sent depuis l'entrée, malgré la vitrine, et ouvre une discussion sur la dimension visualiste du musée, ou sensorielle, fait apparaître en tout cas aussi qu'au musée on est invité à regarder uniquement et pas à sentir. Et cette saucisse a ouvert ce débat, vieux comme le musée, mais et qui est aussi central dans la démarche scientifique et objectiviste, c'est qu'on est censé montrer dans une démarche scientifique que ce qui est observable. Et observable avec les yeux, c'est le précepte visualiste, c'est-à-dire qui est de l'ordre de la... Il est très difficile de restituer dans un travail ethnographique sérieux une pensée par la peau, par exemple, ou mon nez a pensé. On ne le dit pas comme ça. Cette dimension est pourtant omniprésente, puisque jusqu'à présent, aucune personne n'est capable de faire abstraction de sa totalité d'être et de corps au moment de n'importe quelle action. Le type d'intervention qu'on veut susciter comme mode de réflexion, comme manière de poser des questions, n'est pas nouveau. Je crois que les dadaïstes étaient les premiers à faire des interventions aussi muséographiques au moment de l'exposition internationale en 1933. Peut-être un trou de... C'était en 1920, oui, plutôt. Les dadaïstes avaient fait une contre-exposition qui s'appelait « Ne visitez pas l'exposition coloniale », où ils retournaient ou détournaient ou mettaient en valeur la violence du projet colonial, mais faisaient aussi, eux, des attaques, des interventions dans l'exposition coloniale pour en montrer l'inanité, ou en tout cas l'aspect... L'autre source, c'est le situationnisme et les modes de représentation, les cartographies et géographies qui relèvent davantage d'une biographie ou d'une expérience et non pas d'une vision surplombante extérieure. C'est Guy Debord qui dessine sa carte de Paris, mais en fonction de ce qu'il y fait. Et ça on peut l'extraire même d'une démarche simplement individuelle. On peut le rendre, on peut faire des cartes situationnistes à plusieurs. C'est pas uniquement purement individualiste. C'est ce qu'ils essayaient de faire. D'autres types d'actions sur lesquelles on essaie de rebondir. Donc ça c'était l'idée. Chaque action que je propose ici, chaque exemple, a à voir avec un point et un aspect muséographique bien particulier. Là, il s'agit de l'action hors les murs et de l'aspect collecte d'informations, puisque Stephen Wells, qui est quelqu'un qui habite aujourd'hui à Berlin, qui est un artiste d'origine néo-zélandaise, il détourne c'est le principe de la collecte, si vous voulez, et de l'ethnologue et du collectionneur qui va quelque part pour emporter des objets qu'il va présenter. Il trouvait toujours cette relation assez étrange et la soupçonnait un peu entachée de rapports, d'une curiosité qui n'était pas forcément saine. Et pour explorer cette relation de collecte, et pour la mettre en danger, en situation un peu exceptionnelle, il a décidé de se promener avec un âne en peluche sur le dos, qui contient une caméra dans une poche, et qui a par ailleurs une autre poche dans laquelle il peut mettre des objets que les gens vont lui donner. Donc là, il circule, là c'est à Berlin, il s'arrête, il va chez les gens, là il est en route vers un lieu de collecte, va filmer l'échange avec les habitants et va leur demander de lui donner des objets
qui va mettre dans l'âne et il va repartir. L'âne permet de créer un décalage. Hein, forcément, on n'a pas forcément l'habitude de voir quelqu'un avec un âne sur les épaules, surtout vous demandez un objet. Ça permet de complètement sortir d'une relation scientifique et de créer une surprise qui va produire peut-être autre chose. Le travail est en cours, ça c'est le détail de ces itinérances. Parce qu'il a commencé à le faire seul, il s'est rendu compte que beaucoup de gens voulaient avoir la même chose, voulaient avoir l'âne pour faire pareil et pour procéder à leur propre collecte. Et donc c'est en cours, on verra ce que ça va donner comme autre type d'intervention qu'on présente. Alors c'est pas ce qu'on a fait évidemment, c'est les exemples qui inspirent les nôtres, mais c'est le raisonnement qui compte. Enfin, c'est là-dessus que porte mon intervention aujourd'hui. Et c'est un artiste américain qui présente des masques avec les drapeaux coloniaux, des puissances coloniales qui les ont collectés, à la fois rendant impossible aux porteurs de masques ou aux masques de voir le monde d'aujourd'hui, mais aussi compliquant la tâche de celui qui contemple le masque, qui est obligé, qui ne peut pas faire abstraction, qui ne peut pas contempler la beauté de l'objet, parce qu'il ne peut pas faire abstraction du contexte de collecte. Et c'est ce malaise qui a sans doute une solution. Je pense que ce n'est pas un cul-de-sac, mais ce malaise, il faut l'adresser, il faut lui trouver une place pour que le musée puisse retrouver une légitimité, parce que je pense que c'est de ça qu'il s'agit. D'autres formes aussi, la remise en question de la source, de la photographie comme témoignage. Hein. Alors toujours l'humour comme levier. Le bébé est parti, je crois, mais là nous avons Moimeltia, ce sont les marmottes, hein, donc c'est une berceuse de marmottes, les métiers d'antan. Hein, ça c'est un testeur de grenades, donc vous pouvez imaginer. Il ne pourra la tester qu'une fois. Et on voit bien qu'il a une mine un peu triste. C'est la pauvre vie des ouvriers qui sont vraiment les métiers d'avant, de jouer avec la... Plus sérieusement, là c'est une... faut que je remette le... Daniela Ortiz, qui est mexicaine, je crois, au départ, qui a collecté des témoignages racistes qu'elle a pu, au cours d'une enquête, sur les gens, qu'elle a pu collecter des paroles racistes qu'elle a entendues, qu'on lui a transmises, qui portent sur les gens dont sont originaires les statues. Et dans les bulles, vous avez ces propos, mais qui du coup sont retournés, qui sont dites par les objets et vers... Donc voilà une autre manière de jouer avec certaines conventions. Voilà un propos simple à comprendre, je dirais, et qui est questionnant. Voilà, le musée est-il autre chose? Il n'y a rien dedans. L'aspect olfactif, qui est, comme on le verra très vite tout à l'heure, a été repris, puisqu'on a fait un parcours ensuite olfactif à Leipzig ensuite. Mais effectivement, l'odeur amène le corps et amène forcément une autre disposition, une autre kinesthésie, une autre attitude physique par rapport à la chose, puisqu'il amène d'abord à fermer les yeux et à se mettre en position de sentir. Et cet enclin, cette manière de se servir de son corps transforme complètement l'expérience muséale. Le lieu, donc différents points, vous aurez fait le lien vous-même en quoi ces interventions artistiques sont liées à des principes muséographiques. Le principe sacro-saint aussi du musée comme lieu de science et de lieu de conférence, comme on voit ici, est aussi évidemment discuté.
Ça, ce sont les performances Fluxus, que vous connaissez peut-être, qui, c'est une conférence très sérieuse, en 13 chapitres sur l'histoire de l'art, une sorte de reconstitution historique absolument sérieuse, sauf qu'à chaque 13 chapitres, l'assistant change de légume, et le monsieur continue. L'idée, ce n'est pas de scier la branche sur laquelle on est assis, de jeter de tourner en dérision stérile les choses, c'est plutôt d'amener un regard critique et de prendre en considération que parfois ce sont les statuts qui nous autorisent à parler et pas forcément l'intérêt de notre contenu. C'est aussi le travail sur le cartel, sur la vérité de l'autre côté, c'est ce qui est écrit dessus, de Ben, aussi un artiste Fluxus, des choses de ce type-là, Ben Vautier qui invite à mettre le feu au musée, donc il distribuait des boîtes d'allumettes. Donc vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, faisons ça dans une exposition et distribuons des boîtes d'allumettes aux gens pour les inviter à mettre le feu au musée. Autre travail sur le cartel, détourner et créer, envisager alors ça, on a beaucoup d'enfants, on a fait un petit cirque avec, on a pu en récolter pas mal. Et de réfléchir aussi à ce qu'on ne voit pas forcément, les indications de sécurité, l'endroit où se situe l'issue de secours, enfin un ensemble de signalétique muséale qui paraît invisible, mais qui en fait détermine finalement beaucoup de choses et qui crée un décorum, qui plante un décor, qui contribue à inscrire ce musée dans ces catégories et qu'il s'agit de faire bouger, de faire autre manière de catégoriser, de classer les objets. Ça, c'est Daniel Speury qui a la plus grande collection de cuillères usées au monde. Plusieurs dizaines de milliers de vieilles cuillères d'ustensiles, mais qui sont bien grattées, ce qui est pas forcément, les gens ne les donnent pas facilement, objet d'aucune valeur financière, mais qui est d'un grand attachement. Je crois qu'on a tous en souvenir une cuillère qui nous a marqué. On peut tous la représenter. Pourtant, quel culte se construit autour de la cuillère à pommes de terre, je ne sais pas. Mais beaucoup de choses. Ça, c'est pour finir dans les exemples, un très beau projet de Sophie Calle dans un musée privé aux États-Unis, enfin peu importe. Mais des objets, 10 tableaux avaient été volés. Et elle a demandé au gardien de décrire le tableau. Elle a enregistré la description que faisaient les gardiens de ce qu'ils percevaient du tableau. Et c'est ce qu'elle a reproduit ensuite à la place, à l'endroit où était le tableau. Et l'image qui en est autre. J'ai perdu la référence, peut-être que vous reconnaissez quelque chose. Je me souviens plus de quelle est la compagnie qui a fait ça. Peut-être que ça vous dit quelque chose, vous qui êtes spécialiste alors c'est un guide qui est là et qui est tellement à chaque fois ému par la beauté de ce qu'il voit qu'il n'arrive pas à faire sa visite parce qu'il tombe sans arrêt dans les pommes. Et les autres gardiens, qui sont plutôt les surveillants, disons, qui n'est pas les guides, sont obligés de le rattraper. À chaque fois, ça va de chute en chute. Et il a quand même le temps, par moment, de dire quelque chose qui fait qu'on est autre manière de représenter le lien social, l'espace, la visite collective. Alors, Fluxus utilisait ce procédé-là, sauf que là, on le voit à l'arrêt, il y a très peu d'images de cette action-là, mais à un moment donné, ils sont 4 ou 5 à être liés, ils se déplacent ensemble. Donc, dans un espace muséal, ce qui signifie la complexité du fait collectif, et
que ces liens, on ne les voit pas, mais si on essaye à plusieurs de se promener dans une exposition avec ces fils-là, ça devient compliqué. Et cette complication physique qu'on éprouve à ce moment-là, elle est une image de la difficulté de penser par soi-même, ou le fait qu'on est des animaux communicants et qu'on est toujours liés par la parole ou par le geste à d'autres. Ça, c'est un projet aussi qu'on va accueillir à Dresde dans 2 ans. Qui est une parodie aussi du musée ethnographique. C'est une artiste autrichienne qui s'appelle Lise Ponger. Donc elle a créé une association de soutien de soutien des classes moyennes en voie de disparition. Et c'est tout ce qu'on voit de l'autre côté. C'est un ensemble d'objets qui va de la Lehman Brothers Safety Bag, c'est-à-dire donc cette banque qui à un moment donné a fait faillite et qui marquait la fin d'une période de croissance dans laquelle toute une partie des classes moyennes européennes et américaines se sont projetées, y voyant un avenir rutilant et brillant, mais qui s'est, comme on le constate aujourd'hui lamentablement, cassé la gueule. Et donc ce projet d'une classe moyenne prospère, ce monde des cadres qu'on pressentait déjà avant, elle en montre les objets. Donc il y a des objets biographiques de l'autre côté, entrepreneur dans une entreprise chez Volkswagen, ayant repris ses études d'ethnologie à 50 ans, par exemple. Des carrières un peu chamboulées et dont elle montre finalement le bon côté aussi. Donc nous on a en partant de cette liberté-là, et je crois que ce tableau, je le dresse sciemment pour ouvrir la discussion aussi, pour se dire qu'autour de l'ethnologie, tout est permis. Et on a procédé d'abord par discussion, et les étudiants sont d'abord arrivés avec des propositions. Je ne sais pas ce que ce truc-là, dessinées, comme méthode de travail, et ça fonctionne très vite en fait. Au début, il y a sur ces 12 étudiants de la première session, la deuxième je ne saurais pas, je saurai en juin, on proposait des thèmes, je leur ai demandé de dessiner le thème, plutôt que de le présenter de manière abstraite, dans un rapport de dessin et pas uniquement écrit, pas uniquement intellectuel. Donc ce sont les esquisses qui ont donné une des installations ici qui est absolument incompréhensible telle qu'on la voit là, mais c'était dans le thème, dans une partie consacrée au chamanisme et en Asie, dans une partie entre la Corée et la Mongolie, en Mandchourie, je crois. L'étudiante avait recueilli différents récits de transe, de chamans, les avait enregistrés, et le visiteur pouvait s'imaginer qu'il consultait lui-même ses propres ancêtres et qu'il par Skype, et qu'il rentrait en contact avec ces récits de migration qui avaient un lien avec les ancêtres d'autres personnes, mais qui fonctionnaient et qui créaient une situation intéressante d'interaction. Ça, c'est un temple où ce thème de l'odeur a été repris, où une étudiante d'origine indienne a essayé de se reconstituer de mémoire l'odeur du temple qui est de son quartier quand elle était jeune. Et elle a essayé de retrouver ces ingrédients dans des parfumeries, dans différents lieux de Leipzig, qui n'est pas comme Paris. Les épiceries ne sont pas aussi achalandées. Enfin, au-delà de la currywurst, on ne peut pas aller très loin dans la marge de goût. Donc il a fallu aller à Berlin pour le faire, avec un itinéraire qui menait à là, un peu dans l'esprit de ce qu'on a vu tout à l'heure.
dans une autre partie autour du Tibet, entourée d'objets plus grands. Elle a joué sur uniquement sur le principe de la couleur. Que tout est orange dans les couleurs assignées. Hein, le bouddhiste est forcément en orange. Hein. Et bon, c'est pas complètement ridicule puisque ça a à voir avec l'habillement. Mais donc elle a fait un bloc blanc simplement au milieu de tout cet ensemble de vitrines orange en mettant un petit Bouddha tout petit comme ça comme on voit là, mais d'utiliser un socle dans les conventions de couleurs qui est décalé par rapport à l'ensemble, ça suffit à créer un effet et une interrogation. Là, c'est sur la réflexion. Je vais bientôt terminer. Je pense que c'est sur l'unica. Hein, c'est-à-dire que le musée se présente toujours comme un lieu qui présente des originaux et qui présente des objets uniques. Là, il s'agit de présenter un objet qu'on retrouve partout, mais quasiment toujours exactement le même. En l'occurrence, la chaise en plastique, qui est absolument montrable et visible partout dans le monde, mais dans différents contextes, comme on voit derrière un gardien, je crois, en Égypte, qui dort dessus, et des étudiants glanés sur Internet ou de leur propre voyage, différentes séquences où on retrouve cette chaise, donc l'antithèse c'est une réflexion sur la valeur des choses, puisqu'il montrait dans des caisses vides combien avaient coûté les objets, parfois de manière impressionnante, puisque certains objets sont très chers. Donc voilà un peu ce progrès, ce work in progress, ce travail en cours. L'idée, pour finir en une phrase, parce que je crois que j'ai déjà dépassé beaucoup mon temps, c'est des questions ouvertes, c'est comment associer un mode réflexif et un mode créatif, c'est-à-dire comment être dans cette double impulsion sans que ça soit artificiel, d'être dans une démarche analytique, de poser des questions par rapport à l'histoire des institutions et des rapports politiques qu'il implique, et de proposer une solution pratique et de l'ordre d'une action artistique qui va au-delà et qui provoque quelque chose au-delà du constat analytique qui est fait. La question implicite qui est toujours présente dans toute la réflexion, aussi dans les travaux qu'on mène et qui aussi dans l'idée de la vision du musée. Est-ce que le musée, et on peut s'arrêter là-dessus comme question, ethnographique, c'est un lieu qui présente des résultats, c'est un lieu de science qui présente des informations scientifiques, qui est un catalogue, une encyclopédie, ou est-ce qu'il est un lieu où se fabrique un savoir, à chaque visite, à chaque moment, à chaque interaction, et là on est dans deux paradigmes différents, où on se bute à des définitions institutionnelles et à des histoires différentes, des pratiques différentes. Bien sûr que le musée va se défendre, se présenter comme lieu de science, sans non plus empêcher qu'il devienne aussi un lieu de production d'histoire. Dans quelle mesure, et là, le fonctionnement des institutions, et je crois que c'est ce qui est au cœur aussi de la discussion, le fonctionnement des institutions et des habitudes professionnelles et des habitudes disciplinaires peut véritablement créer suffisamment d'espace et de souplesse pour que des espaces de créativité et d'inscription de l'histoire et de remise en jeu des objets dans l'histoire puissent être possibles. C'est tout.